Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition particulière du Nouvel Esprit Public. Nous allons tenter d'éclairer un aspect de l'actualité que nous avons intitulé « Repartir, mais de quel pied ?» Nous allons le faire avec Nicolas Bavrez, avocat et essayiste, avec Jean-Louis Bourlange, député des Hauts-de-Seine, avec David Chase, essayiste et enseignant à Sciences Po, Nicole Niesotto, professeur titulaire de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et Lionel Zinsou, président de la Fondation Terra Nova et ancien Premier ministre du Bénin. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro est intitulé « Vers de nouvelles frontières ». Toute la question, écrit Laurent Grelzamer, est de savoir si la période de l'idéal d'un monde sans frontières n'était qu'une parenthèse définitivement refermée ou si nous nous dirigeons vers de nouvelles frontières et lesquelles. Le géographe Michel Fouché revient sur le rôle stratégique de Wuhan et déclare que ce qui est requis désormais à l'échelle du globe, c'est la circulation des acquis de la recherche scientifique et des vaccins quand ils seront au point. La journaliste Marion Polic examine les conséquences de la pandémie sur le trafic aérien. Deux politistes, François Gémen et Hélène Thiollet, s'intéressent aux vrais et aux faux parias. Sylvain Sipel, journaliste, traite de Donald Trump comme une métaphore ubuesque de l'insularité américaine. Et le sociologue François Dubet examine les nouvelles limites que connaissent jeunes et vieux. Comme vous le savez, nous enrichissons nos conversations hebdomadaires de Bada à parution aléatoire. Le dernier en date, qui est en ligne depuis 2 jours, porte sur la pandémie vue du Japon avec Karine Nishima, journaliste française, mais au Japon depuis plus de 20 ans, anciennement au bureau de l'AFP, mariée à un Japonais. Et je vous annonce dans les badas à venir, l'un sur la situation de la Grande-Bretagne, et puis, un peu plus tard, mais bientôt, un substantiel entretien avec l'historienne Michèle Perrault. Nous vivons de vos contributions et de vos encouragements. Soyez remerciés des unes et soyez remerciés des autres. Repartir donc, mais de quel pied ? En 2020, selon le Fonds monétaire international, la croissance du PIB mondial pourrait reculer de 3%, après avoir augmenté de 2,9% en 2019. Le recul serait de 7,5% pour l'économie européenne et de 5,9% pour les États-Unis. 2021 pourrait connaître un rebond de l'économie planétaire estimé à 5,8%, mais pour la chef économiste du FMI, il s'agit, je cite, de la plus grande récession depuis 1929. Paralysée en février par la pandémie, l'économie chinoise a enregistré une contraction de son PIB de 6,8% au premier trimestre. Dans son sillage, ses voisins asiatiques ont connu une forte chute de leur activité. En Asie orientale, les économies ont redémarré progressivement, mais restent freinées par le peu d'activité en Europe et aux États-Unis. Toutefois, la Corée du Sud, 4e économie d'Asie, n'a enregistré qu'une baisse de 1,4% de son PIB. Les incertitudes sur une possible reprise de la pandémie planent sur l'avenir. En France, selon une note de l'Observatoire français des conjonctures économiques, l'impact de 2 mois de confinement est estimé à environ 120 milliards d'euros, soit 5 points de produit intérieur brut annuel en moins. L'OFCE a calculé que les foyers français accumuleraient une épargne forcée de 55 milliards d'euros. La Banque de France estime que chaque quinzaine induit une perte de PIB annuelle proche de 1,5%. Emmanuel Macron a plaidé pour la mutualisation des dettes publiques de la zone euro dans un entretien au Financial Times le 17 avril. Nous sommes à un moment de vérité, a-t-il dit, qui consiste à savoir si l'Union européenne est un projet politique ou un projet de marché uniquement. Dans un article de la revue Politique internationale, l'ancien secrétaire général du FMI, Dominique Strauss-Kahn, a plaidé pour l'allègement de la dette des pays à faible revenu, pour l'usage des droits de tirage spéciaux du FMI, et selon lui, je cite, « les dégâts peuvent être limités par une politique appropriée sur la demande ». Il appelle à une réponse budgétaire mutualisée en Europe, pour laquelle il faudra, je cite encore, « rompre avec l'un ou l'autre de ces 2 tabous, l'indépendance de la Banque centrale ou l'unanimité des États membres ». En dépit d'une forte volonté d'avancer ensemble, je cite le président du Conseil européen Charles Michel, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, réunis jeudi en visioconférence,
sont restés divisés entre pays du Sud et du Nord de l'Union européenne sur la forme que devrait prendre un plan de relance européen. Cependant, les 27 ont entériné les mesures d'urgence à 540 milliards d'euros qui compléteront à partir du 1er juin les 1000 milliards d'euros que la Banque centrale européenne s'est engagée à injecter dans l'économie. Sur cette question, David Jayes. Merci Philippe. Effectivement, je pense que nous sommes face à une crise que moi j'appelle une crise monde, un peu sur le modèle de l'économie monde de Fernand Braudel, c'est-à-dire qu'elle engage tous les aspects de la vie économique, sociale, à une échelle planétaire. Et donc, on est face à une problématique qu'on n'a jamais vue auparavant, et il va être très difficile de sortir indemne de cette crise. Je pense que la crise économique, effectivement, est déjà là, malgré les plans de sauvetage et de soutien sans précédent qui ont été déployés partout dans le monde. Et c'est un véritable casse-tête s'agissant de la reprise, parce qu'on a à la fois une crise de l'offre, puisque les chaînes de valeur sont profondément perturbées. Et c'est vrai que l'origine du virus, c'est le cœur industriel de la Chine. Et les producteurs ont découvert à quel point ils étaient, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, exposés à ces chaînes de valeur. Mais dans le même temps, on a organisé en quelque sorte volontairement un choc de demande avec le confinement, puisqu'il s'agissait d'empêcher la propagation du virus, d'écraser la fameuse courbe épidémique, ce qui a eu un effet évidemment de dépression immédiate de la consommation. Et puis, l'incertitude s'accroît parce que comme la crise est mondiale et que les économies ne sont pas touchées exactement au même moment, qu'elles ne font pas face de la même manière au virus, et la reprise sera très dégradée et très différenciée d'un pays à l'autre. Donc, quand bien même un pays parviendrait à sortir rapidement du pic épidémique et à tenter de relancer son économie, compte tenu de l'extraversion des économies, le taux d'ouverture de l'économie allemande, c'est par exemple 45%, l'incertitude demeure par rapport au reste du monde. Alors ensuite, je vois une autre question absolument essentielle, qui est celle des montagnes de dettes publiques qui résulteront à la fois des mesures de sauvetage et du plan de relance qui suivra. Ces montagnes de dettes, elles arrivent dans un monde où l'endettement était déjà absolument considérable, dette publique comme dette privée d'ailleurs. Nous allons passer à peu près à 120% du PIB en dette publique. Et ce qui est très inquiétant, c'est qu'il n'y a pas d'accord politique aujourd'hui sur la façon dont on va traiter ces dettes. Il n'y a pas d'ailleurs une infinité de solutions. Dans les pays développés, aux États-Unis, en Europe, il y a l'option de la monétisation, mais encore faut-il s'entendre sur le terme de monétisation. C'est aujourd'hui simplement des rachats de titres de dette sur le marché secondaire pour la Banque centrale européenne. Et il n'est pas du tout évident que les Allemands et d'autres pays du Nord acceptent qu'on aille plus loin sur ce volet-là. Pour les pays émergents et les pays pauvres, la question du rééchelonnement, voire de l'annulation, se posera. Et ce qui est certain, c'est que s'il faut introduire également de la fiscalité, un impôt coronavirus pour financer les dettes, rembourser les dettes qui en résulteront, ça posera évidemment d'immenses problèmes sociaux dans des sociétés où la fiscalité est déjà assez lourde. Et puis, et j'en termine par là, à mon avis, le troisième sujet très important, c'est le sujet européen. Je pense que nous sommes cette fois-ci arrivés à l'heure de vérité, au sens où, après la crise des dettes souveraines, il était encore possible pour les pays du nord de l'Europe de parler d'aléa moral, en disant que, au fond, les pays du sud n'avaient pas mis leurs finances publiques en ordre et qu'il était dans ces conditions-là hors de question de mutualiser la dette. Désormais, nous ne sommes pas en présence d'un choc asymétrique qui frappe une économie. Nous sommes en présence d'un choc absolument homogène, puisque le virus ne connaît pas de frontières. Et on voit que les réticences des pays du nord de l'Europe sont exactement les mêmes, sauf que cette fois-ci, ils ne peuvent pas exciper l'argument de l'aléa moral. Et donc, on voit bien que c'est une véritable divergence de philosophie politique de ce qu'on veut faire du projet européen, avec des pays, des États membres pour lesquels il est très clair que l'Union européenne, ça n'est pas la mutualisation fiscale, c'est simplement des projets en commun, une intergouvernementalité et quelques politiques mutualisées, mais certainement pas
des transferts et de la mutualisation fiscale, et d'autres pays, parmi lesquels l'Italie, l'Espagne et la France aussi. Emmanuel Macron l'a laissé entendre dans le Financial Times, qui a évidemment envie d'aller plus loin pour financer des investissements publics et pour financer la relance. Et donc, je pense que les débats qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines sur la scène européenne vont être absolument décisifs pour l'avenir de cette aventure politique. Nicole Desautos. Oui, moi je vais commencer par dire une évidence, mais que je crois utile de rappeler, c'est que la sortie du confinement qui nous occupe actuellement n'est pas du tout la sortie de crise. Et la sortie du confinement va durer quelques semaines, quelques mois. La sortie de crise va durer des années, peut-être une décennie. Je rappelle que pour la crise économique de 2008, la sortie de crise a duré 8 ans, puisque ça n'est qu'en 2016 que les pays de l'Union européenne ont retrouvé le niveau de richesse qu'ils avaient avant la crise. Et ça n'était qu'une crise financière et qu'une crise des dettes publiques, des dettes souveraines, pardon, alors qu'aujourd'hui, on a une crise monde, comme dit David, mais en plus une crise totale, c'est-à-dire elle ne concerne pas simplement le monde entier, elle concerne tous les aspects de la vie économique, la finance, la monnaie, etc., etc. Donc, on est parti sur des années de sortie de crise. Ça, c'est mon premier point. Mon deuxième point, moi, ce qui me frappe en France, en tout cas, c'est la difficulté majeure pour le gouvernement, mais je pense que ça va être vrai pour tous les gouvernements, de concilier une stratégie de court terme, qui est une stratégie pour éviter le pire, une stratégie d'urgence, et une stratégie de moyen et de long terme pour réparer le modèle économique qui nous a amenés à cette catastrophe. Et on voit bien en France qu'il y a une espèce de partage des tâches entre deux discours, entre le président de la République et le Premier ministre. Emmanuel Macron tient un discours réformiste, presque révolutionnaire par rapport à son credo libéral du début, où il s'agit de poser les bases d'un monde d'après. Je cite, il a eu des phrases très fortes, notamment dans son interview au Financial Times, il faut penser l'impensable, il faut tirer des leçons, il faut changer, et il a dit dans son interview à la radio, moi le premier. Autrement dit, il tient un discours de refondation à moyen terme de la mondialisation et de l'Europe, fondé sur les 4 points suivants: le retour des souverainetés nationales sur certains aspects stratégiques, la critique de l'interdépendance d'un marché sans contrôle politique, la nécessaire relocalisation ou régionalisation de certains biens, et enfin une priorité sociale. Emmanuel Macron, dans son discours programmatique, devient, vis-à-vis des infirmiers, des soignants, etc., presque le président des anciens Gilets jaunes. Ça, c'est pour le discours de refondation de la mondialisation, ou en tout cas de réforme de la mondialisation, et je trouve que c'est un discours en particulier sur la souveraineté stratégique en matière de médicaments, en matière de numérique et en matière de sécurité, un discours parfaitement justifié. Mais de l'autre côté, on a un Premier ministre qui est totalement dévoué à la sortie de crise de court terme, à une stratégie d'urgence, éviter les faillites, éviter l'explosion des inégalités, limiter le chômage, et on a déjà, vous l'avez dit Philippe, 9 millions de chômeurs en plus en temps partiel, on a une récession proche de 10%, une dette publique qui atteint les 112% du PIB. Donc on a un gouvernement qui travaille dans le but d'amorcer une relance, une reprise, un retour à la croissance, autrement dit, qui reprend toutes les formules du libéralisme et qui reprend toutes les recettes du libéralisme que l'on connaissait dans le modèle d'avant. Par exemple, alors là c'est le MEDEF qui parle, mais on peut penser qu'il traduit l'urgence pour relancer la croissance, travailler plus, réduire les RTT, faire des efforts, etc., etc. Et donc on a une vraie contradiction en France, et il me semble que entre justement ce président de la République qui considère la crise comme une aubaine pour repenser le monde de façon plus durable et plus sociale, et un gouvernement qui est obsédé avec raison par la crise immédiate, le jour J, pour éviter une catastrophe, et qui donc se trouve, ce gouvernement, englué dans la répétition du même mode économique que celui que le président critique. Et donc, je pense que ça va être très difficile en France de lier les deux choses, mais en France, c'est comme dans les autres pays, entre ce court terme et ce moyen terme. Et un dernier mot sur la sortie de crise européenne, je développerai peut-être un peu tout à l'heure, mais je ne crois pas du tout qu'on ait un choc homogène en Europe, et c'est ce qui rend, à mon avis, très difficile une sortie de crise européenne, une politique de relance
très consensuel, je crois qu'on a des chocs très hétérogènes. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est le décalage que je vois grandissant entre la France et l'Allemagne. Alors, évidemment, il faut être prudent. On ne sait pas ce que le virus donnera en Allemagne, où ça a l'air de recommencer un peu. On ne sait pas ce que ça donnera en France une fois le déconfinement commencé le 11 mai. Mais ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, c'est quand même un fossé grandissant entre une Allemagne très riche. L'Allemagne, elle seule, comme plan de relance national, met 10% de son PIB pour sauver l'industrie allemande, soit 350 milliards d'euros, c'est-à-dire à elle toute seule, pour elle seule, la moitié du plan concédé par la Banque centrale européenne, les 750 milliards d'euros. Donc une Allemagne très riche, un virus très modeste, pour l'instant les Allemands sont à 5 000 morts, nous à 20 000, un calendrier de confinement en avance sur le nôtre et donc un redémarrage économique d'urgence en avance sur le nôtre, et on risque d'avoir vraiment une augmentation de cet écart sur le plan économique, avec quand même le risque d'un déclassement de la France par rapport à l'Allemagne, et sur le plan politique, une Allemagne qui ne verra pas vraiment les raisons de changer la mondialisation, alors que la France y verra la recette pour sa survie et le retour de sa puissance économique. Nicolas Bavrez. Ce qui est frappant, c'est que de fait, cette crise est tout à fait particulière. Elle est unique par sa soudaineté, sa violence et puis son caractère universel. Elle a touché successivement la Chine, l'Europe, les États-Unis, aujourd'hui les émergents. Et c'est donc une crise complexe avec un triple versant sanitaire, économique et politique et géopolitique. La partie économique en elle-même étant très compliquée parce qu'elle touche effectivement à la fois l'offre et la demande. Donc, en face de ceci, on a eu un peu partout dans le monde, on a mobilisé 8 000 milliards de dollars de mesures de soutien. Mais ce qui est frappant, on a parlé à l'instant de crise monde, de crise universelle, de choc homogène. Ce qui est frappant, c'est que dans le court terme et dans la réaction au choc, on a eu des stratégies et des résultats extrêmement divers. On a d'un côté le total capitalisme chinois qui a pratiqué le confinement et qui a mis le Big Brother numérique au service de la lutte contre l'épidémie, avec une reprise chaotique et puis un risque de deuxième vague. On a le confinement généralisé et long dans l'Europe du Sud, y compris la France, avec de très forts reculs de l'activité qui vont être compris entre 8 et 12% du PIB sur l'année 2020. On a des populistes qui sont dans le déni, Donald Trump ou Jair Bolsonaro au Brésil, avec des catastrophes en termes de décès. Et on a une poignée de pays qui sortent gagnants parce qu'ils ont réussi à maîtriser la crise sanitaire grâce à la fois à un État qui a anticipé, à un système de santé qui est monté en charge très vite, des tests systématiques appuyés sur une industrie puissante, le civisme des citoyens. Et ces démocraties sont en Asie, la Corée du Sud ou Taïwan, et en Europe, l'Allemagne et sans doute la Suède. Et tout ceci s'est fait dans un strict respect de l'état de droit. Donc ça a été l'impact du choc. Maintenant, se profile à la fois la phase de la reprise et puis la phase de la gestion des changements de long terme qui interviendront éventuellement. La reprise, la Chine nous montre qu'elle va être très compliquée. En Chine, cette reprise est poussive et elle est enrayée par la stagnation de la demande intérieure et surtout l'effondrement du commerce international. Et ce sera très difficile de faire repartir le commerce international avec les tensions politiques que nous connaissons. Par ailleurs, se profilent les changements. Donc, les tendances de fond, on les voit bien poindre. Une utilisation beaucoup plus importante de la numérisation qui va accélérer à la suite du confinement, la nécessité de prendre en compte le réchauffement climatique, l'impérieuse nécessité d'améliorer la résilience des nations, le recentrage des chaînes de valeur et une formidable demande de sécurité et de protection. Donc tout ceci n'est gérable que par une politique de l'offre centrée sur l'éducation, l'investissement et la recherche, mais ce qui a été dit est parfaitement juste, c'est-à-dire que cette politique, elle va être extrêmement contrainte par l'accumulation des dettes
Si on prend effectivement un pays comme la France va sortir avec une dette publique de 120% du PIB, donc ce sera l'Italie d'avant l'épidémie. L'Italie va sortir avec une dette de 180% du PIB, donc ce sera la Grèce d'avant l'épidémie. Et la difficulté, c'est que ces grandes crises, en fait, sont des sortes de lessiveuses, des machines à faire diverger les individus, les entreprises, les nations, les continents, en fonction de la manière dont ils parviennent à gérer le choc. Et là, cette machine à emballer les divergences qui était déjà très présente, cette machine est à l'œuvre. Donc, quand on regarde, par exemple, la guerre entre les États-Unis et la Chine, les États-Unis considèrent qu'ils ont vécu leur Pearl Harbor sanitaire et vont relancer la guerre technologique et commerciale. Par ailleurs, on a ce mouvement de désoccidentalisation du monde qui va s'accélérer, la Chine qui va essayer de reprendre la mondialisation à son compte, même si c'est impossible à faire avec son modèle mercantiliste et son système politique. Et c'est vrai que le continent qui est le plus touché, c'est l'Europe aujourd'hui. Il faut quand même rappeler qu'elle est le plus touchée par le nombre des morts, sous réserve de l'occultation d'une partie du bilan en Chine, et elle va être très clairement le plus touchée d'un point de vue économique. Et ce qui est frappant, comme l'a rappelé Nicole Liesotto, c'est qu'on a une énorme tension qui va naître dans l'Union européenne et dans la zone euro en raison de la surpuissance de l'Allemagne et de l'absence de tout contre-pouvoir, avec le déclassement de la France qui va sortir exsangue de cette crise avec une chute de plus de 10% du PIB, un déficit compris entre 12 et 15% et une dette publique supérieure à 120% du PIB, plus une envolée des faillites et du chômage. Donc cette situation, effectivement, est malsaine puisque l'Allemagne va être seule en Europe. Elle aura besoin de l'Europe dans un monde qui se régionalise et en même temps, plus elle est forte, et plus elle affaiblit l'Europe. Donc, les réponses sont connues. La première, ce serait d'arriver enfin à moderniser la France et à lui permettre de reprendre pied dans le XXIe siècle. Et la deuxième, c'est d'avoir un accord sur le budget européen et sur un soutien à l'Europe du Sud qui passe par un mélange de prêts et de subventions avec deux conditions. Il faut que ces fonds soient utilisés dans des choses utiles et non pas dans des rentes. Donc, l'éducation, la recherche, la résilience, la lutte contre le réchauffement climatique. Et ensuite, il faudra qu'il y ait des conditions de rétablissement progressif des comptes publics des pays du Sud. C'est l'impératif, c'est absolument indispensable pour que les pays du Nord, pour arriver à rétablir un minimum de confiance dans l'Union européenne et arriver à la relancer et lui permettre de surmonter cette terrible crise. Oui, Philippe, je vais vous décevoir parce que je ne suis pas d'accord avec mes prédécesseurs, sauf sur un point. Je trouve très bien l'expression de David sur une crise monde, indéniablement, mais je pense qu'on va organiser une reprise monde. Et je pense qu'on en a beaucoup d'éléments, que beaucoup sont maîtrisés, qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont hors contrôle. Alors d'abord, la réponse qui a été faite en matière économique a été plutôt beaucoup plus efficace et rapide qu'en matière sanitaire. Clairement, les entreprises ont bénéficié de l'importation d'un concept allemand qui n'est pas celui du chômage partiel. Si Michaela Wegmann était avec nous, elle dirait le travail court, le Kurzarbeit. Oui, en fait, c'est un système exceptionnellement efficace. Ça va empêcher beaucoup d'entreprises de faire faillite. Ça va leur permettre de repartir beaucoup plus vite. On n'est pas dans la situation américaine d'une progression historique du chômage. C'est ce qui a permis à l'Allemagne de rebondir dès 2010 de 4,9% en croissance. C'est beaucoup en Europe, 4,9%, après la crise de 2009. Et d'ailleurs, depuis 2010, ce qui s'est installé, c'est pas du tout le chômage, c'est le plein emploi, même très tendu, même avec l'entrée de migrants de façon très importante qui n'ont toujours pas déstabilisé
l'équilibre du marché de l'emploi. Donc, on peut aussi sortir des crises avec des remèdes qui ont fait leur preuve et que l'Europe entière et une partie du monde ont adopté. Et ça, c'est très, très important pour éviter la destruction de l'appareil productif. Sur l'Union européenne, elle a eu beaucoup de réactions extrêmement efficaces sur le plan économique, sachant que sur le plan sanitaire, c'est moins de sa compétence. La Banque centrale a été rapide, elle offre toute la liquidité qu'il faut pour que les entreprises ne fassent pas faillite, et elle coordonne un certain nombre de plans plus structurels. Elle a levé tout de suite le pacte de stabilité, on a renoncé tout de suite aux 3% de limite du déficit budgétaire, elle a tout de suite accepté qu'on monte au-dessus des critères de dette publique, elle a monétisé, comme dit David, en réalité la réponse qui permet au budget de ne pas être engagé à l'excès. Le projet de loi de finances rectificative de la France, il mène à peu près à 4% du PIB d'impact budgétaire. Donc oui, on va vers le déficit budgétaire, à peu près le même déficit que l'Allemagne, mais au fond, tout ça a été accepté extrêmement vite. Quant à la mutualisation de certaines dettes, on est en fait en chemin. C'est une idée qui progresse très vite et il y a divers mécanismes, notamment celui de stabilité européenne, des mécanismes de stabilité qui sont déjà des débuts de mutualisation. Donc la réponse de l'Union européenne est une réponse rapide, une réponse efficace et c'est comme ça que beaucoup de chefs d'entreprise à travers l'Europe le ressentent. Ensuite, c'est plus amusant si on a une dilection morose pour expliquer que tout va de plus en plus mal et qu'on ne sortira pas de cette crise, qu'on prophétise à peu près sur chaque crise, on passe sous silence toute une série d'éléments importants. Premier élément important, quand on sort de crise, on refait des stocks. Alors, ça n'intéresse jamais personne, les stocks, dans la politique économique. En fait, dans la crise de 2009, les stocks jouent pour à peu près la moitié de la récession européenne. Et en 2010, dans la reprise, ça compte pour 60% de la croissance. Donc, il y a des mouvements de stock très importants. On a déstocké, on va restocker. Ça, c'est un élément technique qui fait que le troisième trimestre va être un trimestre en forte progression à travers l'Europe. Qu'on soit déconfiné à 90% ou à 100% ou à 80%, de toute façon, la remise en marche de l'appareil productif suppose du restaurant qui doit racheter des vivres à l'entreprise qui doit importer des matières premières, ça suppose de refaire des stocks. Ça, c'est pas de la grande politique économique ou de l'économie politique très complexe, c'est juste la mécanique de la conjoncture. D'autre part, l'énergie, vous avez pu le constater, puisque le pétrole est passé même par une phase négative de prix, parce qu'on ne sait plus où le stocker dans le monde compte tenu de la baisse de la demande, l'énergie qu'on va importer en Europe, elle va être extrêmement bon marché. C'est un avantage très important qu'on observe à chaque sortie de crise en termes de pouvoir d'achat. Personne ne se rappelle, et d'ailleurs personne ne croira, sauf à aller voir les chiffres de l'INSEE, que le pouvoir d'achat des Français a augmenté pendant la crise de 2009 et de 2010. Personne ne le croira. Parce que, d'abord, les salaires se sont tenus, et ensuite parce que l'effet de la baisse des importations de matières premières, baisse de prix, et notamment celle des hydrocarbures, c'est un effet direct de pouvoir d'achat, sur le fuel domestique, sur le carburant, et c'est un effet direct de profit des entreprises. Alors, ça n'intéresse pas grand monde, et c'est beaucoup moins amusant que des prophéties absolument catastrophiques. Simplement, quand on perd 1 point de PIB, l'effet simplement de baisse des matières premières qu'on importe dans l'eurozone, ça représente un stabilisateur de 0,25 points de PIB. Donc si on perd dans l'année 10% de PIB, comme je l'entends, ce qui ne sera pas le cas en France, le Fonds monétaire dit 7,2, eh bien on aura quelque chose autour probablement de 2,5%. Au fond, facteur positif uniquement à cause de ce petit détail. D'autre part, pendant le confinement, on a accumulé de l'épargne. Alors ça aussi, on va
parler misérabilisme, et on a tout à fait raison de parler d'inégalité d'ailleurs, parce qu'il faut s'intéresser aux exclus, aux gens qui ne sont pas couverts par les mécanismes aujourd'hui d'urgence. Il faut aussi parler des indépendants. Tout ça est vrai, mais faites attention au misérabilisme. Les Français ont 2 années de PIB d'épargne, les ménages, d'épargne financière, c'est-à-dire 5 000 milliards d'euros. Ils ont, selon les estimations, ça va de l'estimation de 55 milliards d'épargne forcée pendant les 2 mois de confinement à 100 milliards, selon qu'on regarde les chiffres de l'OFCE ou les chiffres de Rexecode. 55 milliards d'épargne forcée. Il n'y a aucune raison que cette épargne ne se dépense pas en partie significative, notamment si on fait, lisez Strauss-Kahn, si on fait l'effort de soutien de la demande parfaitement ciblé, qu'on sait parfaitement faire, pour remettre en marche l'automobile avec des primes à la casse et des primes à l'hybride ou à l'électrique, qu'on sait parfaitement faire en termes de primes pour les gens qui ont une forte propension à consommer. Enfin, on sait parfaitement conduire la reprise de la demande. Il y a 55 milliards qui ont été épargnés, qui vont être en partie, s'ils l'étaient intégralement, ça réduirait notre perte de 2% du PIB, mais qui vont être en partie utilisés. Si on fait une politique correcte d'incitation à une reprise rapide de la construction, qui est 2 fois plus importante d'ailleurs dans les dépenses des ménages que les achats de produits industriels. Donc c'est très important, la construction, c'est très important pour tous les artisans sur tout le territoire. Si on fait ça, on va réduire significativement le coût qu'on a dû supporter temporairement pendant 2 mois de confinement. Donc, j'ai scrupule à interrompre toutes ces bonnes nouvelles, mais il faut que la parole circule et vous aurez l'occasion de revenir sur ces bonnes nouvelles et de nous les confirmer. Mais pour le moment, si vous voulez bien, la parole est à Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je suis assez sensible à l'argumentation de Lionel sur le court terme. Je crois effectivement, sur la reprise, je suis un peu moins optimiste que lui sur la reprise à court terme, mais je crois effectivement que ce qui a été fait, je ne parle pas en matière de lutte contre le traitement de la pandémie qui là pose vraiment de grands problèmes. Il y a un problème de fond. Effectivement, la politique qui est menée, est-ce que ça consiste à empêcher les gens d'avoir la maladie, ce qui conduit à limiter l'immunisation, ou au contraire à faire que les gens s'immunisent et qu'on puisse cesser le confinement quand il y aura suffisamment de gens immunisés, ce qui est un peu une injonction contradictoire. En revanche, là où je suis beaucoup plus pessimiste que Lionel, c'est sur la dimension, je dirais, culturelle des choses. Je crois, et là je suis d'accord avec ce qu'a dit, je crois, Nicolas, à savoir que l'Europe et surtout la France, nous allons être effectivement dans une situation plus difficile que les autres, parce que tout ce qui se passe donne une importance considérable à nos défauts nationaux, à nos pathologies nationales, et nous rend incapables de réagir aussi bien que les autres. Je citerai tout simplement d'abord le mépris français de l'économie. L'économie, c'est quelque chose qui est sale, il suffit de voir comment c'est enseigné dans l'enseignement secondaire, c'est à la fois sale, inutile, immoral, en profondeur, le marché. Bon, ça conduit à quoi? Ça conduit à 2 choses très logiques. D'une part, à privilégier énormément, et ça c'est logique, mais en même temps, il ne faut pas le pousser à un point extrême, la santé par rapport à l'économie. Sacrifier l'économie à la santé est présenté ici et là comme un immense avantage, une immense qualité. Alors qu'en réalité, on sait très bien qu'on ne peut pas survivre avec une solution, une thérapie qui exclurait l'économie. Et là, il y a la deuxième pathologie, c'est l'idée que la dépense publique, que l'argent public pousse dans les arbres et qu'il suffit effectivement que l'argent existe à partir du moment où on vous le donne. Et il y a dans une grande partie de l'opinion l'idée que puisqu'on peut nous donner tout ça, cet argent existait et qu'il n'est pas nécessaire et qu'on avait bien raison de dire que toutes ces mesures d'assainissement étaient mauvaises. Troisièmement,
il y a le centralisme bureaucratique, qui est quand même là une vieille affaire. Je ne parle pas en termes de revendications libérales ou pas libérales, mais disons que depuis Hugues Capet, l'État s'est construit, Crozier l'a montré de façon très claire dans la société des années 50, l'État s'est construit l'État, les rapports sociaux, sur une mobilisation permanente du sommet, ce qui est source de rigidité, d'inertie, de corporatisme, le contraire même de l'agilité et de la flexibilité qui est nécessaire. Et enfin, l'indifférence totale à l'endettement. On peut multiplier l'endettement, ça n'a strictement aucune importance, puisque de toute manière, on ne remboursera pas. Et alors, cet ensemble de réflexes assez profonds, je crois qu'au-delà de tout, il va peser très très lourd sur la façon dont le corps social va réagir aux efforts requis, qui seront des efforts d'augmentation de la productivité, de flexibilité, de soulagement, d'allègement de l'appareil public, tout un ensemble de choses qui vont heurter de plein fouet nos bonnes vieilles habitudes, qui sont de mauvaises vieilles habitudes. Nicole Biasotto. Oui, moi je souhaiterais qu'on prenne de nouvelles bonnes habitudes, mais en vous écoutant, j'ai l'impression que la sortie de crise sera le retour au monde d'avant. Et je m'interroge sur le fait de savoir si, pour l'Europe, c'est la solution la plus efficace. Mais d'abord, je voudrais dire, par rapport à ce qu'a dit Lionel Zinzot, moi je suis très admirative des chiffres et de la démonstration qu'a faite Lionel pour fonder son optimisme sur les bienfaits de la crise, mais je ne suis pas convaincue. D'abord sur l'Europe, je ne suis pas d'accord. L'Union européenne, les institutions européennes, à part la Banque centrale, mais la Commission n'a pas été à la hauteur. La Commission a couru après les États membres qui ont décidé tout seuls de sortir du pacte de stabilité. Emmanuel Macron a dit qu'il allait dépenser quoi qu'il en coûte, bien avant que la Commission n'ait pensé une seconde qu'on pouvait remettre en cause le pacte de stabilité. Même chose pour Schengen, les États membres ont fermé leurs frontières et la Commission après a couru derrière pour harmoniser tout ça. Donc je crois qu'on était devant une des institutions européennes complètement dépassées par les événements. Au départ, au mois de mars encore, Madame von der Leyen disait mais on va voir, il faut attendre, il faut voir. Et Madame Vestager, très récemment, la semaine dernière, la commissaire à la concurrence s'est permis de dire qu'il faut faire attention, il ne faut pas trop aider les entreprises parce que ça pourrait être considéré comme des aides d'État contraires aux règles de la bonne concurrence. Je trouve que c'est vraiment ne rien comprendre de la situation et que la Commission, encore une fois, Madame Vestager, c'est absolument dénué de toute légitimité. Donc ça, sur l'Europe, je pense que les institutions européennes n'ont pas été à la hauteur. Elles le seront peut-être maintenant, mais au départ, non. Quant à la recette de sortie de crise, Lionel, si vous nous citez comme recette excellente, exemplaire, les recettes allemandes, c'est-à-dire le développement de l'emploi flexible, en d'autres noms de l'emploi précaire, je doute que socialement, cela renforce la stabilité de notre gouvernement et même de l'ensemble des gouvernements. Autrement dit, moi, ce qui me frappe, et Jean-Louis, vous avez dit un peu la même chose, c'est qu'à aucun moment dans vos réflexions sur la sortie de crise, sur les recettes de sortie de crise et de faire en sorte que ce type de choses ne répète le moins souvent possible, à aucun moment il n'est question de modifier les règles aujourd'hui de l'économie libérale de marché. Alors que moi, je trouve que le président de la République, quand il parle de retrouver une souveraineté sur les questions stratégiques, de régionaliser certains aspects de la mondialisation, il ouvre un débat qui me paraît être un débat beaucoup plus porteur que la répétition des vieilles recettes libérales. On augmente le travail et on diminue l'impôt sur les entreprises. Merci. David Jayes. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Nicole et l'optimisme de Lionel sans être forcément contagieux et pour le moins stimulant. Moi, ce que je crois, c'est que cette crise, elle est effectivement porteuse, comme les nuées annoncent l'orage de risques et de menaces très importantes, mais elle est aussi, je crois, porteuse d'opportunités et tout dépend effectivement de la réaction qui sera engagée à l'issue. Sur la reprise, la vraie question qu'il faut se poser, c'est effectivement comment redémarrer,
parce que l'économie aujourd'hui est en coma artificiel, mais sans nécessairement tout recommencer. C'est-à-dire comment faire de cette crise un moment un peu discriminant, et on revient un peu à l'étymologie du mot crise en grec, qui est cette grande bifurcation, où au fond, on choisit ce qu'on veut garder, ce qu'on veut créer et ce qu'on veut petit à petit déclasser ou abandonner. Et pardonnez-moi de citer Lénine, mais il disait une phrase que je trouve particulièrement juste, à savoir que pendant des décennies, il ne se passe rien, et puis tout d'un coup, il se met à se passer des décennies. Et je crois que c'est un peu ce qui nous arrive aujourd'hui, et que les décisions que nous prenons dans l'urgence peuvent avoir, par effet de cliquet, énormément d'influence sur les années, voire les décennies qui vont venir. Je prends un exemple tout simple. Les mesures de soutien, de recapitalisation des très grandes entreprises qui sont aujourd'hui en grave difficulté, que ce soit les compagnies aériennes, les loueurs de voitures, l'hôtellerie, etc. Il ne fait pas de doute que ces entreprises sont absolument nécessaires à l'économie. Elles sont pourvoyeuses de centaines de milliers d'emplois. Mais enfin, il doit bien être possible de réfléchir en Europe à, disons, des pactes à conclure avec ces entreprises pour s'assurer que, sur une base pluriannuelle, elles adaptent petit à petit leur activité au changement climatique. Pour les loueurs de voitures, par exemple, ça pourrait être un engagement de renouvellement progressif de la flotte de véhicules au profit de voitures hybrides ou électriques, ce qui en plus stimulerait l'industrie européenne des batteries électriques. Sur la fragmentation du monde, bon, moi, elle me semble inévitable puisque nous sommes dans un processus de fermeture de frontières. Et le caractère asynchrone des chocs, le fait que nous le subissions tous un peu en décalé et que les pays réagissent plus ou moins bien, fait que malheureusement, les frontières resteront fermées longtemps et les échanges économiques et commerciaux resteront perturbés longtemps. Et quand on voit l'extraversion des économies, à commencer par l'économie allemande, on peut s'inquiéter sur la qualité de la reprise. Donc il y aura un processus de recentrage qui est sans doute nécessaire, des actifs stratégiques, des chaînes de valeur, un processus de re-régionalisation de la mondialisation qui, au demeurant, était déjà à l'œuvre depuis quelques années, puisque le commerce international avait cru beaucoup moins vite après la crise financière. Mais la question qu'il faut se poser, et là encore, ça engage des choix politiques, c'est de savoir si ce recentrage, si cette reconquête de souveraineté se fera dans le désordre et accompagnée par un discours identitaire, raciste, national-populiste, ou si elle se fera de manière organisée. Et c'est là que l'Europe a à la fois une carte à jouer et en même temps un enjeu, c'est un enjeu existentiel de survie pour elle, puisque l'Europe peut être à la fois un nouveau modèle politique, le véhicule d'un nouveau capitalisme qui n'est pas le total capitalisme à la chinoise dont parlait Nicolas tout à l'heure, ni le capitalisme anglo-saxon, beaucoup trop fortement inégalitaire. Et je termine sur ce sujet-là. Moi, je crains aussi beaucoup pour la montée des inégalités. On n'en a pas beaucoup parlé. Je cite à nouveau Fernand Braudel, il disait il y a 3 niveaux d'économie dans la vie. Il y a la vie matérielle qui sont en quelque sorte la subsistance, c'est ce qui est maintenu aujourd'hui en état de respiration artificielle, les supermarchés, les chaînes d'approvisionnement vitales, etc. Il y a l'économie de marché, c'est les échanges marchands qui font en quelque sorte la vie des nations. Et puis il y a le capitalisme financier, ce qu'il appelle lui la haute finance. Bon, aujourd'hui, la civilisation matérielle, la vie matérielle et la haute finance fonctionnent encore à peu près. On a encore des marchés, on a encore des bourses, on a encore énormément d'épargne dans l'économie mondiale. Ce qui est en danger aujourd'hui, c'est la couche intermédiaire de l'économie. Et si on veut éviter un creusement considérable des inégalités, c'est cette couche intermédiaire de l'économie, de l'échange qu'il faut remettre en selle, mais sur de meilleures bases, compatibles avec la transition écologique. Nicolas Bavrez. Je voudrais revenir sur l'idée de Lionel Zinsou d'une reprise monde et la comparaison qui avait été faite avec le choc de 2009. Et je crois que les choses sont extrêmement différentes. D'abord parce qu'en 2008, c'était un krach financier. Par certains côtés, c'était plus simple. Et surtout parce que le contexte a complètement changé. Il faut bien voir qu'en 2009, on a créé le G20, d'ailleurs en grande partie à l'initiative de la France, et qu'on a eu un vrai plan keynésien à l'échelle du monde, avec une vraie coopération, y compris de la Chine. La Chine a fait un plan de relance massif de 4 000 milliards de yuan, c'était 13% de son PIB, et elle a clairement soutenu à l'époque la croissance mondiale.
Aujourd'hui, le contexte est très différent. On a donc 3 crises qui s'enchevêtrent, sanitaire, économique et politique. On a une très grande hétérogénéité dans la chronologie du choc et dans la manière dont les pays ont réagi. Et surtout, on a un état de défiance entre les nations qui est très grand. Donc, la mondialisation, je crois que, à vrai dire, on peut en débattre très longtemps, mais on débat d'un mort. La mondialisation telle qu'elle a existé à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, elle s'est achevée en 2009. Elle a survécu un peu parce qu'il a fallu réamorcer l'économie de bulle, mais elle est morte avec le protectionnisme, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis et le retour du nationalisme. Donc, on a simplement son acte de décès. Et aujourd'hui, ce qui va se jouer, donc, c'est 2 choses. C'est de savoir ce qu'elle va devenir, c'est-à-dire le scénario optimiste, c'est celui d'une restructuration autour de pôles régionaux, mais qui garde quand même une part importante de coopération, avec de la compétition et une confrontation régulée. Mais on peut très bien aussi avoir des tensions qui explosent. En tout cas, aujourd'hui, on voit très bien que la Chine fait un plan de relance assez modeste, mais surtout, il est totalement centré sur la Chine elle-même et il n'y a absolument rien qui est destiné à l'extérieur. Tout l'effort chinois est concentré sur la demande intérieure chinoise et sur l'offre chinoise. Et ce qui se passe un peu partout dans le monde est la même chose. Donc, le scénario de 2009 n'est absolument pas celui de 2020 et il faut en avoir conscience. Alors, ça n'empêche qu'il faut essayer juste de faire valoir la partie de coopération qui peut quand même exister. Donc, les idées qui ont été évoquées sont bonnes, hein. C'est-à-dire que la crise peut permettre d'accélérer la numérisation, la transition écologique et de renforcer la souveraineté, la résilience des nations, mais ça va s'organiser bloc par bloc. Et c'est là où l'Europe est déterminante, y compris pour l'Allemagne, avec sa puissance, parce qu'il faut toujours se rappeler que les exportations, c'est 47% du PIB allemand. Et que ce soit vers la Chine ou vers les États-Unis, ce sera beaucoup plus compliqué dans les années qui viennent. Donc l'Allemagne a un besoin vital du grand marché européen. L'Allemagne aussi a un besoin vital de l'Europe pour des raisons politiques. Et c'est ce qui peut permettre, après le moment de crispation et la grande divergence sur la gestion de la crise sanitaire, c'est effectivement ce qui peut permettre de rassembler l'Europe et de trouver, après les approximations du départ, comme il a été dit, bon, l'Europe théoriquement n'est pas compétente en matière de sanitaire, elle est compétente en matière d'économie. Elle a quand même patiné un peu moins qu'en 2008-2009, mais elle a patiné un peu avant de se mettre en ordre pour gérer le choc. Elle peut vraiment être d'une aide décisive pour la reprise et d'une aide décisive à la fois pour réduire la divergence entre les pays, pour accélérer la reprise, pour accélérer ces transitions. Et dans ces transitions, évidemment, je mets la lutte contre les inégalités, inégalité entre les individus et inégalité entre les États membres. Lionel Zazou. Oui, alors je vois que l'optimisme est quand même moins contagieux que le Covid-19. J'en suis un peu triste, mais bon, c'était d'ailleurs pas tellement de l'optimisme, c'était juste factuel. Juste sur Nicole, on est sorti en 8 ans de la crise de 2009, je suis pas sûr, parce qu'il faut quand même ne pas oublier que l'Europe est rentrée en récession à cause de la crise grecque du deuxième semestre 2011 à la fin du premier semestre 2013. Donc on a eu un choc différent de tous les autres, mais qui a plongé dans la récession l'eurozone. Donc, il ne faut pas calculer tellement l'effet porté par la crise de 2009, c'est autre chose. Vous avez tous en commun une détestation de la dette. Vous savez, ce qui rembourse la dette, c'est la croissance. L'Allemagne avait à peu près 90% du PIB en dette avant la crise de 2009. L'effet de croissance et cette reprise de plein emploi qu'elle a su développer après 2010
à ramener à 60%. C'est très rapide d'arriver à éponger la dette si on est capable de faire de la croissance. Si vraiment l'Europe rebondit entre 3 et 4% dès 2021 et continue en 2022, franchement, le problème de la dette n'est pas tellement une difficulté. La liquidité mondiale est très abondante. On est en taux négatif. Et comme on est plutôt en déflation à cause des prix de matières premières, au fond, on n'a quand même pas beaucoup de risques d'inflation, donc pas de risque imminent de redressement des taux. Vous voyez, aujourd'hui, quand un pays européen du Nord ou la France s'endette de 100 milliards, ça lui rapporte au moins 500 millions de taux d'intérêt négatifs, si vous voulez. On est quand même donc dans une situation où la dette ne devrait pas vous inquiéter. Vous devriez garder ça pour les émissions de l'esprit public de 2023-24. Mais pour l'instant, si vous voulez, c'est vraiment pas le sujet. Et au fond, on a 2 fois moins de dettes privées que la Chine et on a 2 fois moins de dettes publiques que le Japon. Ces pays ne sont pas les plus mauvais élèves de la classe économique. Donc, je comprends très bien le pathos sur la dette et que c'est une très mauvaise habitude française. Je suis pas sûr que ce soit vrai. Enfin, mais je comprends que ce soit un grand souci pour vous. Mon souci à moi, c'est plutôt que pour l'instant, on est en surépargne. Et qu'on peut très bien, et c'est ce qui va se faire, orienter la relance en consommant un peu d'épargne. C'est pour ça qu'il va forcément y avoir des mesures très importantes sur le logement, le BTP, pour des raisons d'emploi, pour des raisons d'équilibre des territoires, pour des raisons de correction des inégalités, pour répondre à la demande de logement social, pour répondre à la demande des primo-accédants jeunes. Et là, ça va permettre de mettre en place quelque chose qui ne ressemblera pas au monde d'avant, enfin à la France d'avant, et notamment la transition énergétique va beaucoup se jouer sur l'amélioration du parc du logement, sur la rénovation de l'ancien. Ça, c'est quand même significatif. Même chose pour le parc automobile. L'idée de David sur les locations de voitures est une très bonne idée, à laquelle, d'ailleurs, il faut lui indiquer. Tous les loueurs de voitures ont pensé, donc ça va probablement se faire. Donc, il y a des occasions d'orienter de façon beaucoup plus adaptée au problème du changement climatique, les dépenses de soutien, d'infrastructures et de la relance. Il faut que la relance soit verte et qu'elle soit beaucoup plus égalitaire. Simplement, tout le monde le sait, c'est un truisme. Et tout le monde sait que l'opinion publique n'y adhérera et n'aura confiance que si on le fait. Donc, c'est peut-être pas la peine de penser que ça ne se fera jamais. En ce qui concerne le leadership, moi, je suis frappé par le fait que toutes les banques centrales agissent de la même façon. Même la Banque centrale des États-Unis apporte des ressources aux banques centrales des pays amis pour faire en sorte qu'elles soient soutenues. Même la Banque de Chine, d'ailleurs, le fait, par exemple, avec les banques centrales africaines. Donc, il y a un leadership économique relativement organisé. L'Afrique, pour la première fois, parle et négocie d'une seule voix à travers le président de l'Union africaine. Et elle fait, avec le président Macron et les leaders européens, des avancées en matière de gestion de la dette des pays pauvres, de suspens ou d'annulation. Moi, je suis frappé par le fait que les mêmes mécanismes qui ont créé le G20, aujourd'hui, fonctionnent assez bien. Quant à la Chine, elle fera forcément un plan de reprise, parce qu'il y a des raisons politiques pour retrouver une forte croissance. Vous ne pouvez pas lui demander ça à un mois des premiers déconfinements. C'est pas bon. Quant au côté asynchrone, Jean-Louis Bourlanges, pardon Lionel, mais Jean-Louis Bourlanges. Maintenant, je voudrais me situer en opposition à pas mal d'entre vous, notamment à Nicole, sur l'idée que est-ce que tout doit changer, est-ce que tout va changer. Moi, j'ai plutôt l'impression que les choses vont se déglinguer plus qu'elles ne vont changer. Alors, c'est pas du tout optimiste ce que je dis et c'est pas du tout conforme à ce que devrait dire un homme politique, mais je suis si peu un homme politique que je peux me permettre de le dire. D'abord, sur la globalisation. Vous dites tous, et Nicolas a dit quelque chose de très, très net là-dessus, que la globalisation, la mondialisation, comme on dit, c'est fini. On va subir des choses. Alors, je crois effectivement qu'il va y avoir et qu'il y a déjà une rétraction du commerce international, il y aura une viscosité accrue, il y aura des efforts pour faire une politique qui sera moins une politique de flux tendu, qui sera plus une politique de stock. On aura sans doute des sensibilités très fortes en matière agroalimentaire en faveur du locavore. Donc, je pense qu'effectivement, il y aura une certaine rétraction de la
globalisation telle qu'elle s'était développée au cours des 30 dernières années, sauf les 5 dernières. Mais en revanche, je crois que les tendances fondamentales à la mondialisation de l'économie vont demeurer. Les chaînes de valeur ne vont pas être bouleversées. Vous n'allez pas avoir tout à coup un petit malin au trésor qui va dire l'avenir est au surblouse ou l'avenir est à tel type de médicament. La mondialisation des chaînes de valeur est un effet absolument induit de la complexification des processus de production industrielle et post-industrielle, et ça n'est pas remis en cause. Vous n'avez pas l'unité du marché et les avantages comparatifs vont continuer à faire que les grands acteurs économiques et financiers du monde vont jouer de la multilocalisation des modes de production. Je crois que c'est absolument indiscutable. L'unification culturelle à travers le numérique, à travers la diffusion de la culture, l'unification de la planète ne va pas s'interrompre. Nous sommes effectivement dans une situation d'interdépendance et elle va demeurer, même si nous devrons avoir une stratégie de précaution. Deuxièmement, sur le verdissement, je crois qu'il ne faut pas. Bien sûr que le verdissement, on doit le faire, mais on avait déjà engagé ce processus. Et je crois que c'est quelque chose de différent. Bien sûr ce qu'on va relancer, c'est quelque chose qui va prendre en compte l'exigence de verdissement, d'un développement compatible avec la sauvegarde des équilibres de la planète. Mais il faut bien voir qu'on va d'abord être conduit à écoper. Ce qu'on va subir en termes sectoriels, ce sont des secteurs dans lesquels les Français sont extrêmement puissants. La construction navale, avec justement ce tourisme qui va quand même en prendre un coup, ce tourisme mondial à Saint-Nazaire, le Airbus qui va effectivement, même si on va maintenir une globalisation, on va quand même un petit peu tasser la production, l'industrie aéronautique, le tourisme, tout un ensemble de secteurs dans lesquels nous sommes puissants. Évidemment, l'hôtellerie, la restauration, tout ça, ce sont des choses qui vont conduire nos agents économiques à écoper, à se battre pour survivre. On les aide actuellement, ça ne pourra pas durer éternellement et ça va de toute manière être très dur. Socialement, ça va être très dur. On va augmenter la productivité en développant la délocalisation du travail. Et ça va entraîner des perturbations sociales, psychologiques extrêmement importantes. Et enfin, sur le plan européen, je ne crois pas que l'Europe, je suis d'accord avec Lionel, je crois que l'Europe n'a pas trop mal réagi, mais je suis inquiet. Parce que Macron pose le problème en termes rigoureux en disant il faut maintenant aller à une solidarité accrue, mais cette solidarité implique de tels efforts de la part des États riches que même si on sent bien en Allemagne un certain frémissement à l'idée qu'il faut faire quelque chose, il faut que quelque chose change pour que tout reste pareil, l'ampleur d'un changement de solidarité nécessaire est si grande, la solidarité nécessaire est si importante que je crains que les États du Nord ne calent. Et si les États du Nord calent, je suis d'accord avec Jacques Delors, je suis d'accord avec Manon, pour une fois, Manon et Delors sont d'accord ensemble pour dire qu'il y a un risque d'implosion de la zone euro qui est de premier ordre. Donc oui, tout ne va pas changer, mais nous sommes confrontés à des défis que nous allons avoir énormément de mal à relever et avec des instruments culturels qui seront, à mon avis, culturels, sociaux, des réflexes qui ne seront pas forcément les plus adaptés. Il y a un immense défi à relever. Je crains que nous ayons beaucoup de mal à le formuler en termes unitaires au sein du pays. Ce qui me frappe actuellement, c'est l'ampleur, l'accroissement du désordre, du dissensus idéologique en France entre le discours que je tiens et celui que, par exemple, tiennent une grande partie des acteurs syndicaux. Donc, nous sommes là au bord d'une situation de rupture morale extrêmement préoccupante. Donc, moi, je suis très inquiet à long terme, même si j'estime qu'à court terme, les acteurs publics ont fait ce qu'ils pouvaient et ont fait sans doute un peu mieux que
ce qu'on pouvait, beaucoup mieux que ce qu'on pouvait craindre, et presque autant que ce qu'on pouvait désirer. De notre dernière séquence, la séquence des brèves, je vais l'ouvrir moi-même en disant simplement tout le bonheur que j'ai à relire Conrad, et particulièrement en ce moment Fortune, si je dois conseiller un roman pour que ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le découvrir. Nicole Nesotto. Alors moi, je vais vous recommander un livre, sinon exotique, en tout cas dépaysant. C'est un livre, un dictionnaire sur les mondes polaires, sorti récemment au PUF et écrit par Mika Mered. En fait, c'est une somme de 2 dictionnaires stratégiques, un sur l'Arctique et l'autre sur l'Antarctique. C'est absolument fascinant. En plus, ce sont des zones où on se confine carrément en plein air. Lionel Zinsou. Moi, je voudrais rendre hommage à la mort de Manu Dibango, un immense musicien mondial et camerounais qui avait été autodidacte, qui avait appris tout seul tous les instruments, y compris le saxophone, dont il était devenu une des illustrations mondiales. Il est mort du Covid-19 et on ne peut pas faire notre deuil, mais l'Afrique et une bonne partie du monde est en deuil. J'ai eu l'occasion de faire une émission avec lui. C'était un homme d'une exquise délicatesse et d'une grande élégance. Nicolas Bavrez. Dans ces temps de confinement, je voulais vous recommander d'aller sur le site du Grand Palais pour voir l'exposition virtuelle Pompéi chez vous. C'est absolument formidable. C'est piloté par le professeur Osama, qui est à la fois le commissaire de l'exposition et le directeur général du parc archéologique de Pompéi, qui est le plus grand site archéologique d'Europe. Et on peut visiter les dernières découvertes. On peut également visiter de manière virtuelle un certain nombre de bâtiments qui ont été reconstitués, la Villa des Jardins. Et on découvre aussi quelque chose de formidable. Ce sont les dessins des pensionnaires de la Villa Médicis au XIXe siècle, à qui on faisait faire comme exercice de style de relever un bâtiment de Pompéi. Et on a ces dessins du XIXe du Louvre qui sont présentés en contrepoint de cette réalité virtuelle. C'est formidable. Et vous pourrez également... Merci, on le verra sur place. Toutes les références seront sur la sculpture d'Olivier. Oui, alors moi, je voulais vous recommander les mémoires du général de Gaulle qui viennent de ressortir en Pléiade, mémoires de guerre et mémoires d'espoir. Au-delà du fait que les mémoires de guerre en particulier sont un très grand texte littéraire écrit dans cette belle langue classique qu'affectionnait le général, il me semble que ça se lit comme une épopée formidable, l'épopée de la France libre, et qui répond à des questions qui nous sont aussi très contemporaines. Comment remonter la pente, sauver l'honneur, quand on pense avoir touché le fond. J'ai vraiment relu ça avec délectation. Merci à tous. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Charles de Cilia, notre ingénieur du son, à Benoît Carré qui veille sur l'ensemble, à Olivier Magloire qui veille sur les sites par lesquels vous nous financez, et à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui nous produisent. N'oubliez pas nos badas, vous pouvez les retrouver à la rubrique homonyme sur notre site. Merci à tous et à la semaine prochaine.